facteur 12, les facteurs 11, le facteur 9 et le facteur 8. Dans le cinquième cas de figure, les plaquettes sont normales, le temps de clic est augmenté et le reste est normal, le temps de Céphaline avec activateur normal. Et dans ce cas de figure, c'est un déficit en facteur 7 qui peut être congénital ou acquis qu'il faut évoquer, notamment dans le cadre d'une carence en vitamine K débutante. Parce que comme on l'a vu plus tôt, le temps de clic explore la voie exogène où on a le facteur 7. Non, dans le cas où, comme le temps de Céphaline avec activateur est normal, ça veut dire que ce qui vient après est normal. Donc, c'est le facteur 7 qui est présent au niveau de la voie exogène qu'il faudra incriminer. Ici, au niveau de la situation numéro 6, le taux de plaquette est normal, mais les deux temps sont allongés. Donc, le temps de clic comme le temps de Céphaline avec activateur. Là, il va falloir faire le dosage du fibrinogène et le temps de thrombine. Donc, si les résultats sont perturbés, là, va falloir évoquer une afibrinogénémie ou bien une hypofibrinogénémie ou bien une dysfibrinogénémie. Mais si c'est normal, donc on va avoir recours au dosage spécifique des facteurs du complexe prothrombinique, à savoir le facteur 2, le facteur 5, le facteur 7 et le facteur 10. Et après le dosage de ces facteurs-là, on peut avoir soit une insuffisance hépatique, et dans ce cas, tous les facteurs seront diminués, ou bien une carence en vitamine K, où les trois facteurs, à savoir le facteur 2, le facteur 7 et le facteur 10 seront diminués, mais le facteur 5 sera normal, parce que les autres sont les facteurs vitamine K dépendants. Donc, pour le cas numéro 7, le taux de plaquette est bas, tous les paramètres sont perturbés. Donc là, il va falloir faire un bilan complet de l'hémostase et surtout rechercher une coagulation vasculaire disséminée, intravasculaire disséminée. Alors, on va passer au traitement. Donc, pour le traitement curatif, il aura comme but d'arrêter le saignement, d'éviter les complications et de traiter la cause. Les moyens sont multiples. On peut avoir recours au concentré plaquettaire à raison d'une unité par 10 kg en flash, du kiloglobulaire 15 ml par kg en 4 heures, du plasma frais congelé, des concentrés de facteurs de Willebrand. Le PPSB, c'est juste les facteurs prothrombine, proconvertine, facteur 3 et anti-hémophilique B. On peut avoir recours également à des facteurs de coagulation comme le facteur 8 ou bien le facteur 9 dans le cadre d'une hémophilie. On peut utiliser également l'acide tranexamine ou hexacyl, l'étamcilate ou dicinone pour arrêter les saignements, la desmopressine comme le minirin, des ostrostrobes progestatifs, une corticothérapie, des immunosuppresseurs, des immunoglobulines, des antibiotiques antiparasitaires, une splénectomie en fonction des causes retrouvées. Donc, on va donner quelques indications ici en cas de purpura thrombopénique immunologique. Donc, on met une corticothérapie. On peut utiliser des immunosuppresseurs ou bien des immunoglobulines. Une splénectomie également peut être indiquée et des transfusions de concentré plaquettaire. Pour la maladie de von Willebrand, on va utiliser la desmopressine pour arrêter le saignement ainsi que l'acide tranexamine. On peut avoir recours au concentré de facteurs de Willebrand et des ostroprogestatifs également peuvent être utilisés pour arrêter une éventuelle ménorrhagie chez les filles. Pour les thrombopathies, on va utiliser de la desmopressine, l'étamcilate, acide tranexamique et on a recours également parfois à une transfusion de concentré plaquettaire. Pour l'hémophilie, on a un traitement substitutif avec apport des facteurs de coagulation, savoir le facteur 8 ou le facteur 9 en fonction du type d'hémophilie qu'on a. Et les objectifs du traitement,
l'objectif sera de compenser le déficit en facteur de coagulation et d'obtenir un taux de facteur 8 ou 9 de 80 à 100%. Donc, pour l'hémophilie A, la dose à injecter se calcule par la formule suivante. Donc, la dose en unité sera le poids en kilogrammes multiplié par l'augmentation attendue en pourcentage divisé par 2. Donc, pour un patient qui a une hémophilie sévère, donc avec un taux qui est inférieur à 1% et pesant 20 kg, le taux de la dose qu'on va lui administrer, c'est donc pour avoir un taux de 30%, on va administrer 300 unités de facteur 8. Pour ce qui est de l'hémophilie B, la formule est le poids en kilogrammes multiplié par l'augmentation attendue en pourcent. Alors ici, on ne divise pas par 2. Cette différence tient du fait que le volume de distribution du facteur 9 est le double de celui du facteur 8, probablement en raison de la petite taille de la molécule. Donc, dans le même exemple que précédemment avec l'enfant qui pèse 20 kg et qui a une forme sévère, pour avoir 30%, il faudra lui injecter 600 unités de facteur 9. Là également, on peut avoir recours à la desmopressine, également à l'acide tranexamique. Pour le traitement préventif, il s'agira d'avoir une hygiène et une qualité de vie, une bonne hygiène et une bonne qualité de vie, et éviter tout traumatisme grave. Donc, il va falloir également programmer et encadrer tous les gestes invasifs comme circoncision, bien une chirurgie dentaire ou quelconque chirurgie. Il y a des cartes d'hémophilie également qu'on donne aux malades pour, en tout cas, que l'on sache, que l'on connaisse la pathologie de l'enfant, peu importe où l'enfant ira dans les structures hospitalières et autres, permettant d'éviter en tout cas les complications iatrogènes. Pour l'hémophilie également, on a recours à un apport de facteur 8 ou 9 en prophylactique pour prévenir le risque hémorragique. Et on peut également faire le conseil génétique pour les pathologies constitutionnelles. En conclusion, nous dirons que le syndrome hémorragique doit faire rechercher, tout syndrome hémorragique doit faire rechercher une pathologie acquise ou constitutionnelle de l'hémostase. Et le diagnostic est rapide dans certaines situations, doit être rapide dans certaines situations du fait de leur gravité potentielle. Et en dehors de ces situations particulières-là, le diagnostic étiologique se fait étape par étape avec des examens de première intention, puis de seconde, voire de troisième intention. Je vous remercie. Merci. Nous vous remercions également pour la présentation, je dirais assez exhaustive, avec quand même des références bibliographiques. Moi, vraiment, je vous félicite parce que je trouve que vous avez vraiment documenté votre présentation. Déjà, c'est une leçon qui n'existait pas sur le programme de l'année dernière. Donc, cela veut dire que vous avez construit votre cours et vous avez fait vraiment de la documentation et cela s'est senti dans la présentation. Donc, on sentait que vous comprenez ce que vous dites. Et quand vous comprenez ce que vous dites, c'est clair dans votre tête et c'est clair dans la tête de ceux qui vous écoutent. Et c'est ce qu'on attend de vous. Maintenant, ce qui reste, c'est appliquer les choses-là au fur et à mesure que vous allez recevoir le syndrome hémorragique. Parce que quand même, on trouve qu'il y a pas mal d'enfants qui viennent et parfois l'exploration pose problème. Bon, je ne sais pas si l'équipe Dr Sada, qui a travaillé avec vous, a des compléments d'informations, des contributions ou des commentaires avant de passer la parole aux autres collègues. Non, professeur. Non, c'est bon. Alors, est-ce que dans la salle, il y a des observations, des contributions, des commentaires ou des questions par rapport à la présentation de Dr Ndoye? Il y a une main qui se lève, je ne vois pas qui c'est. C'est à côté de Dr Ndoye, je ne sais pas si c'est... Dr Ouxil et Dr Mamine. Dr Ouxil et Dr Mamine. Allez-y. Qui a levé la main en premier? Dr Ouxil. Allez-y. Dr Ouxil, allez-y. Et après, Dr Mamine. OK.
Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Bonsoir, professeur. Merci, Mamadou Saada, pour la